Hop. Et puis, je vais mettre ça en plein écran. Alors, j'y arrive. OK. OK, bon, bah, je vois que vous êtes une vingtaine seulement de connectés. Donc, je répète l'information que j'ai donnée là, suite à la question. Effectivement, pour les personnes du groupe 1, qui devaient avoir TP demain, vous avez dû voir sur ADE que le cours avait été reporté à la semaine prochaine. Donc, le TP, parce que c'est un TP. Donc, le TP est reporté, donc on sera quoi? On est combien aujourd'hui? Le 8. On sera le 16. Donc, au mardi 16 après-midi. OK. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions sur le cours, sur des détails pratiques? Non? Pas de questions? Non. OK. Bon, bah alors on va continuer et on va voir jusqu'où on va pouvoir aller dans ce cours sur l'électromagnétisme. Je vous rappelle donc, voilà, je repars un petit peu de ce qu'on avait vu donc sur les équations qui régissent finalement le champ électrique et le champ magnétique, qui sont ce qu'on appelle les équations de Maxwell, qui permettent de généraliser en fait toutes les interactions électriques et magnétiques dans n'importe quel type d'environnement où l'on a des charges avec une densité de charge ρ et des courants avec une densité de courant J. Alors, on avait vu ces équations, on avait vu donc une simplification qui est celle dans laquelle nous, on va fonctionner. On n'a pas beaucoup d'heures sur l'électromagnétisme, donc on ne peut pas traiter le cas tout à fait général. Donc ici, nous, on s'intéresse surtout à ce qui va se passer dans le vide, c'est-à-dire là où on n'a pas de densité de charge. Donc ça veut dire qu'ici, dans la première équation de Maxwell, eh bien, la densité de charge est nulle. Donc on a simplement la divergence de E qui est égale à 0. Et puis d'autre part, on n'a pas de courant. Donc dans la troisième équation de Maxwell, ici, vous voyez qu'on ne voit pas apparaître de terme de courant en J. Donc on se trouve effectivement dans le vide. Et on a ces quatre équations qui vont régir le champ électrique et le champ magnétique dans le vide. Alors, on avait fait un certain nombre de calculs. Voilà, je ne vais pas revenir dessus, sauf s'il y a des questions, mais c'est bon, c'est vraiment du développement mathématique à cet endroit-là. Il faut voilà, savoir faire les produits scalaires, les produits vectoriels, connaître la définition des opérateurs. Et on arrivait donc en définissant aussi un nouvel opérateur qui était le Laplacien à une équation pour le champ électrique et une équation pour le champ magnétique qui sont les suivantes, qui est que donc, pour le champ électrique, donc le Laplacien du champ électrique est égal à epsilon 0 mu 0 fois la dérivée seconde de ce champ électrique par rapport au temps. Et puis une équation tout à fait similaire pour le champ magnétique. Le Laplacien du champ magnétique est égal à epsilon 0 mu 0, la dérivée seconde du champ magnétique par rapport au temps. Et donc, ce qu'on avait dit, c'est que ces équations-là ressemblent très étrangement, ou étrangement, je ne sais pas, en tout cas très fortement, à ce qu'on avait vu pour les ondes en mécanique, que ce soit les ondes sur une corde ou les ondes dans un
fluides, les ondes sonores, pardon, et que donc ici, on voit apparaître un facteur entre les dérivées spatiales qui sont données par le Laplacien et la dérivée temporelle donnée par cette dérivée seconde par rapport au temps, qui est en fait un facteur qui est le facteur de vitesse, c'est-à-dire le facteur de vitesse de propagation des ondes dans un milieu. Et en l'occurrence ici, comme on s'est placé dans un milieu qui est le vide, eh bien ça correspond à la vitesse de propagation de ces ondes électriques et magnétiques dans le vide. Donc c'est ce qu'on appelle la vitesse de la lumière. Pourquoi? Parce que la lumière est justement une onde électromagnétique qui se propage, notamment dans le vide. Et sa vitesse de propagation, eh bien, c'est justement cette valeur 1 sur racine de epsilon 0 mu 0, qui est la vitesse de propagation dans le vide. Je vous ai mis la valeur ici, à peu près 300 000 km par seconde. OK. Et puis ensuite, donc, ce qu'on avait vu, c'était qu'on pouvait trouver une solution de cette équation. Alors, quand même, une grosse différence par rapport à ce qu'on avait vu, par exemple, pour la corde, c'est que ici, on travaille avec des vecteurs, les vecteurs champ électrique et vecteurs champ magnétique, et donc qui vont avoir plusieurs composantes dans l'espace. Et donc, dans le cas le plus général, ils vont avoir 3 composantes. Et on va choisir ici un type de solution qui est, une solution pardon, de propagation de ces ondes selon une direction de propagation qu'on choisit comme étant la direction selon l'axe Z. Donc si on choisit nos ondes pour avoir une propagation de ce type-là, eh bien si on reprend les équations de Maxwell et qu'on les applique à ce type d'onde, eh bien on va s'apercevoir que en fait, les vecteurs champ électrique et champ magnétique vont osciller toujours dans le plan perpendiculaire à la direction de propagation. Hein, c'est-à-dire que ici, si on a, peut-être prendre un stylo, toc. Si ici on définit donc les axes X, Y et Z comme ça, qu'on dit que la propagation se fait ici selon l'axe des Z, eh bien à ce moment-là, les vecteurs champ électrique et le vecteur champ magnétique aussi, qui va lui être directement perpendiculaire, donc je pourrais le tracer comme ça, eh bien, ils vont se situer dans un plan perpendiculaire à la direction de propagation. Ça, c'est directement donné par les équations de Maxwell, par les deux premières, c'est-à-dire que comme on doit avoir la divergence des deux vecteurs qui est nulle, eh bien forcément, ces vecteurs se trouvent dans le plan perpendiculaire à la direction de propagation. OK, ce qu'on avait vu ensuite, c'était donc on va appeler ce type d'onde, dans lequel les deux vecteurs champ électrique et champ magnétique se trouvent dans un plan perpendiculaire à la direction de propagation, on va appeler ce type d'onde des ondes planes. C'est-à-dire qu'en fait, on a un plan d'onde dans lequel se trouvent les variations des champs électriques et magnétiques, et puis c'est ce plan d'onde qui va se propager dans l'espace. OK. Alors, finalement, donc, ça veut dire qu'au lieu d'avoir 3 composantes pour nos vecteurs champ électrique et champ magnétique, finalement, on peut les décrire avec seulement 2 composantes variables dans le plan, une selon x et une selon y. Et puis ensuite, on a la propagation qui se fait selon z. On a ici donc cette onde progressive avec une pulsation oméga et une vitesse de propagation qui est c. OK, à partir de là, on peut utiliser les autres équations de Maxwell pour essayer de dire des choses sur les caractéristiques justement de ces vecteurs B et E. Notamment, donc, on peut utiliser cette troisième équation de Maxwell, c'est-à-dire que le rotationnel de B est égal à 1 sur
alors, est égal à epsilon 0 mu 0, mais on sait maintenant que c'est 1 sur la vitesse de propagation au carré, dE sur dt. Donc, il suffit de calculer cette quantité ici du rotationnel de B. Donc, on obtient, en prenant en compte le fait que ici, BZ est égal à 0 et BZ est égal à 0 ici aussi, et bien finalement, vous voyez qu'on obtient ces composantes. Alors, on sait que la dernière composante est nulle aussi, hein. Le Z, la dernière composante ici, qui va correspondre à une composante EZ égale à 0. Donc ici, on va avoir quelque chose qui est nul. Donc finalement, ce qu'on voit, c'est qu'on a une relation qui apparaît entre les composantes des champs électriques et des champs magnétiques. Une relation entre la dérivée ici d'une composante, donc de la composante Y du champ magnétique par rapport à Z, et la dérivée temporelle de la composante du champ électrique selon X, sa variation par rapport au temps. Alors, si on réécrit ça, donc ici, on reprend juste la composante selon Y, qu'on dérive par rapport à Z. Bah, le facteur B0Y, c'est une constante. Ici, on peut le sortir, il ne dépend pas de Z. Donc, on va simplement dériver ici le cosinus oméga t moins Z sur C par rapport à Z. Et donc, on va faire sortir ici un oméga sur C. Et puis ici, donc, ça va être égal à 1 sur C2, D de X sur dt2. Donc, pareil, on dérive ici E par rapport à T. Et on va trouver encore un facteur oméga qui sort ici. Ok, donc au final, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve que finalement, la composante B0Y, eh bien, c'est égal à la composante E0X divisée par C, la vitesse de la lumière. Et on peut faire la même chose pour l'autre composante de B, donc la composante B selon X, selon l'axe des X. Donc on va avoir, on dérive de la même façon que au-dessus, hein. On dérive d'abord B par rapport à Z, et puis on dérive E par rapport à T, et on va trouver qu'on a ici cette relation B0X est égale à moins E0Y sur C. Ok, donc qu'est-ce que ça fait apparaître, ça? Ça fait apparaître que, en fait, vous voyez que si on connaît soit le champ électrique, soit le champ magnétique, eh bien, on va pouvoir déduire la valeur, si on connaît le champ électrique, du champ magnétique, et si on connaît le champ magnétique, du champ électrique. Hein? Ce que ça fait apparaître, c'est que, en fait, ces deux champs, eh bien, ils ne sont pas indépendants, ils vont dépendre l'un de l'autre. Hein, alors ici, j'ai juste réécrit donc, le vecteur B avec ces deux composantes, et vous voyez que ces deux composantes, on peut les écrire en fonction des composantes du champ électrique. Autrement dit, si on connaît le champ électrique, eh bien on connaît aussi le champ magnétique. Alors, ce qu'on peut montrer aussi, c'est que si on reprend donc, les expressions du champ électrique, alors que je n'ai pas re-indiqué ici, hein, mais le champ électrique, il a comme composante E0x, E0y, 0, et puis qu'on multiplie par cosinus oméga t moins z sur c. Voilà, ça c'est le champ électrique. Donc si vous faites le produit scalaire du champ magnétique ici par le champ électrique, vous voyez que vous allez faire le produit ici de E0x par moins E0y sur c. Donc vous allez avoir un terme en... Alors je n'ai pas fait le détail ici, mais vous avez un premier terme en E0x moins E0y sur C. Et puis ensuite, alors on va pouvoir mettre le cosinus carré en facteur. Hein. Et ensuite, vous avez un terme en donc plus E0x sur C fois E0y. Et puis tout ça, c'est facteur de cosinus carré de tout ce qu'il y a dans la parenthèse.
Mais en tout cas, ce qu'il faut voir, c'est que ici, vous avez moins E0x, E0y sur C, plus E0x, E0y sur C, et donc que le produit scalaire de ces deux vecteurs est nul. Autrement dit, que le champ électrique est perpendiculaire au champ magnétique. Donc ça va être une des caractéristiques très très importantes de ces ondes électromagnétiques. C'est en fait même la deuxième qu'on voit. La première, c'était que les champs électriques et magnétiques ne sont pas indépendants l'un de l'autre. Si vous en connaissez un, vous connaissez l'autre. Et d'autre part, ce champ électrique et ce champ magnétique, eh bien, ils sont perpendiculaires l'un par rapport à l'autre. Alors en fait, on peut même montrer que, en calculant la norme de ces deux vecteurs, eh bien, que la norme du champ magnétique, c'est égal à la norme du champ électrique divisée par la vitesse de la lumière dans le vide. Alors, vous voyez que ça veut dire que on a quand même un facteur 3 × 10⁸ entre le champ magnétique et le champ électrique. Le champ magnétique est toujours beaucoup plus faible intrinsèquement que le champ électrique. C'est pour ça qu'en général, la plupart des détecteurs dont on dispose vont mesurer plutôt le champ électrique, alors en fait, le carré du champ électrique, plutôt que le champ magnétique. Ok, je vous ai dessiné ici une structure particulière d'un champ, donc du coup, qu'on va appeler électromagnétique, où vous voyez que donc ici, on a les oscillations, alors en rouge du champ électrique, et puis en bleu du champ magnétique. Donc ici, si le champ électrique est vertical, indiqué en rouge, et bien à ce moment-là, le champ magnétique, lui, va osciller dans le plan horizontal. D'accord? Les deux vont toujours être perpendiculaires l'un à l'autre. Et enfin, ils sont par définition ici de nos ondes planes, perpendiculaires aussi à la direction de propagation. Et en fait, cette direction de propagation, eh bien, c'est la direction du vecteur k. Alors, qu'est-ce que c'est ce vecteur k? Donc, c'est le vecteur d'onde, ce qu'on appelle le vecteur d'onde. En fait, il est égal en module à k. Alors, je vous rappelle, k, pardon, j'ai oublié de mettre le signe égal. K, c'était ce qu'on avait appelé le nombre d'ondes, c'est égal à 2π sur lambda, la longueur d'onde. Et puis, on a aussi une relation à travers la relation de dispersion. On a une relation avec oméga. K, c'est aussi égal à oméga sur C. Ok, donc ça, c'est le module de K, le module du vecteur d'onde. Et ensuite, la direction du vecteur d'onde, eh bien, elle est donnée par la direction de propagation. Donc ici, en fait, dans le cas qu'on a choisi ici, avec une propagation selon l'axe Z, on pourrait écrire que le vecteur d'onde K, ce n'est rien d'autre que K fois UZ, si UZ est le vecteur unitaire dirigé selon l'axe des Z. OK? Alors voilà pour ce qui est donc du coup de la structure de ce qu'on va appeler les ondes électromagnétiques. Donc deux vecteurs, champ électrique et champ magnétique, qui sont dépendants l'un de l'autre. Et ici, pour des ondes planes qui vont osciller dans le champ perpendiculaire à la direction de propagation. Ok, donc c'est ce qu'on va appeler les champs électromagnétiques. En effet, donc quand on a une structure d'onde plane électromagnétique, on l'a vu, donc la connaissance de l'un des deux champs, que ce soit le champ électrique ou le champ magnétique, eh bien, suffit à complètement décrire ces ondes électromagnétiques. Ça suffit à décrire l'autre champ, puisque les deux sont reliés l'un à l'autre par les équations de Maxwell. Et donc, du coup, si on connaît un des champs,
si on connaît le champ électrique ou si on connaît le champ magnétique, qu'on connaît sa propagation, eh bien, l'autre champ va se propager de la même façon, c'est-à-dire avec la même vitesse de propagation, dans la même direction et dans le même sens. D'accord? Ça, c'est obligatoire, c'est fixé par ces relations de Maxwell. Les champs E et B, une fois qu'on en connaît un, on connaît l'autre. Alors, on peut aussi dire que si l'un est polarisé, donc on va revoir ce que ça veut dire que polarisé, mais ça veut dire que le champ en fait prend une direction particulière. Eh bien, si l'un prend une direction particulière, l'autre va être aussi dans une direction particulière de manière à ce que on ait un trièdre direct qui soit formé par le champ E, le champ B et le vecteur d'onde K. Hein, le vecteur d'onde, donc c'est ce vecteur qui donne la direction de propagation de l'onde dans l'espace. Et l'autre caractéristique donc, de ce vecteur d'onde, c'est qu'il doit satisfaire à l'équation de dispersion qui provient de l'équation d'onde. Ok, si on connaît donc la valeur de la norme d'un de ces champs, eh bien on connaît aussi la norme de l'autre. Et de manière même plus générale, si on a une action d'un des champs, du champ magnétique ou du champ électrique, eh bien l'autre doit avoir en même temps une action aussi. Hein, on ne peut pas avoir l'un sans l'autre. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que ce champ électrique et ce champ magnétique, eh bien, dans la matière, de manière générale, tout à fait générale, eh bien, ils sont complètement liés. Et on ne peut même plus parler d'un champ électrique ou d'un champ magnétique, puisque l'un dépend de l'autre, eh bien, on va parler d'un champ électromagnétique, puisqu'on n'aura finalement qu'un seul champ formé de deux champs, si vous voulez, de deux composantes de champs, que sont la composante électrique et la composante magnétique, mais les deux sont vraiment intrinsèquement liés. On ne peut pas les séparer. OK? C'est clair ça? Pas de questions là-dessus? Non. Non? OK, alors on va continuer. Alors, on va notamment continuer donc sur ces histoires de polarisation. Hein. Je viens de vous parler donc du fait que si on avait un champ qui était polarisé, eh bien à ce moment-là, l'autre champ devait l'être aussi. Donc ça veut dire que finalement, l'onde électromagnétique, de manière générale, peut être ou ne pas être polarisée. Alors qu'est-ce que ça veut dire polarisée? Alors, de manière générale, une onde électromagnétique n'est pas polarisée. Elle n'est pas polarisée, ça veut dire que de manière générale, on n'a pas de direction privilégiée pour les oscillations, les variations dans le temps des champs électriques ou magnétiques dans leur plomb d'onde. D'accord? C'est-à-dire que à n'importe quel instant, en fait, eh bien, on peut avoir un champ électrique ou un champ magnétique qui soit dans n'importe quelle direction, de manière aléatoire, dans le plan d'onde. D'accord? Donc, si l'onde se propage dans la direction Z, eh bien, à ce moment-là, ça veut dire que le champ électrique et le champ magnétique dans le plan OXY peut prendre n'importe quelle direction de manière aléatoire. D'accord? Avec autant de probabilité d'être dans n'importe quelle direction. Donc, si on a ça, eh bien, ça veut dire qu'on a de la lumière qui est non polarisée. Alors, en fait, toutes les sources de lumière naturelle, que vous preniez le soleil, que vous preniez une lampe électrique, en fait, toutes les ondes, toutes les sources d'ondes électromagnétiques, hein, de manière générale, donnent des oscillations des vecteurs champ électrique et champ magnétique qui n'ont pas de direction privilégiée.
Simplement parce qu'en général, ça provient d'atomes dans la matière, alors plutôt de couples d'atomes, enfin, ou d'atomes, qui vont osciller, mais cette oscillation des atomes dans la matière, ou de ces dipôles, c'est plus exact, eh bien, elle peut être dans n'importe quel sens. Hein. Les dipôles, enfin, si on assimile, par exemple, des atomes à des dipôles, eh bien, cette orientation du dipôle à l'intérieur de la matière, elle peut être dans n'importe quel sens. Et du coup, les émissions de champs électriques et de champs magnétiques à partir de ces dipôles, de champs électromagnétiques, eh bien, elle va pouvoir prendre n'importe quelle direction. Hein, simplement parce que la matière est agitée, hein, elle n'est pas alignée dans une direction, quoi. Alors, il y a quelques cas particuliers de sources qui sont polarisées. C'est notamment le cas des sources laser. Hein, il y a beaucoup de sources laser qui proviennent en fait d'émissions d'ondes électromagnétiques dont tous les porteurs de l'émission se trouvent orientés dans le même sens. Et donc, quand ils émettent leurs ondes électromagnétiques, eh bien, ils émettent des ondes électromagnétiques, donc avec des champs électriques et des champs magnétiques, qui sont déjà polarisés, qui ont une direction particulière. Mais c'est vraiment des exceptions. Hein. De manière générale, on a plutôt des ondes électromagnétiques qui sont émises par la matière, qui sont émises avec des champs électriques et magnétiques qui sont orientés dans n'importe quel sens. Ok, donc par contre, si effectivement on a une source qui est polarisée, eh bien à ce moment-là, à tout instant, eh bien la direction des champs électriques et des champs magnétiques sont fixées. Alors, il peut y avoir plusieurs manières à ce qu'ils soient fixés. Le plus simple à comprendre, c'est donc quand ils sont polarisés de manière rectiligne. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que en fait, votre champ électrique ou votre champ magnétique, eh bien, il va osciller toujours dans la même direction dans le plan. Donc, par exemple, si vous avez deux axes x, y, eh bien, on peut imaginer que donc, on met l'axe x sur le champ électrique, eh bien, le champ électrique oscillera toujours selon la direction x. Et puis du coup, comme le champ magnétique il lui est directement perpendiculaire, eh bien, lui, il sera toujours avec une oscillation dans la direction y. Donc, on aura une onde qui est ce qu'on appelle polarisée rectilignement. Là, pour le coup, donc, si on prend la direction de E, eh bien, selon x. OK, mais on peut avoir des polarisations différentes. On peut avoir notamment une direction de polarisation qui n'est pas fixe au cours du temps, mais qui évolue de manière particulière et notamment qui peut tourner. C'est-à-dire qu'au cours du temps, votre champ électrique, par exemple, au lieu d'osciller toujours selon x, eh bien, il va osciller selon une direction qui va tourner au cours du temps autour de l'axe des Y. Hein. Dans le plan OXY, la polarisation va pouvoir éventuellement tourner. On va appeler ça une polarisation rotatoire. Et alors après, la manière dont cette polarisation peut tourner, ça peut être de différentes manières. Soit ça tourne de manière circulaire, ça veut dire qu'en fait, on a un champ qui reste constant en norme, donc l'intensité du champ électrique est toujours constante, simplement sa direction décrit un cercle autour de la direction de propagation. Mais on peut aussi avoir éventuellement des polarisations qui sont par exemple elliptiques, c'est-à-dire que en fait, le vecteur champ électrique tourne mais en décrivant une ellipse, autrement dit que son intensité ou sa norme eh bien, varie au cours du temps entre une valeur maximale et une valeur minimale en décrivant dans le plan OXY une ellipse. OK. Alors, donc ici, je vous ai mis un petit schéma de comment ça se passait finalement pour cette
polarisation rectiligne. Donc, vous voyez que vous avez ici un vecteur champ électrique qui oscille dans le plan OXY. Hein. Ici, on suppose que c'est le plan OXY. Ici, bon, je vais le mettre même. D'accord? Supposons qu'on ait ici une propagation qui se fasse selon Z. Ici, une oscillation qui est dans le plan OXY. Alors, ce n'est pas aligné avec les axes, mais ce n'est pas très grave. Et bien, du coup, on aura un champ électrique qui va se propager selon la courbe noire, là. D'accord? C'est-à-dire que, alors si je le traçais en fait au cours du temps, hein, ce champ électrique, ben, il va être comme ça, ok, au cours du temps. Donc, quand il va se propager, eh bien, il va rester toujours dans le même plan. Ok? Tac, tac, tac. Voilà. Donc, il va être toujours dans le même plan, hein, qui est défini par ce plan dans lequel, plutôt cette droite, selon laquelle il oscille ici dans le plan OXY. Hein. Après, ce qu'on a représenté ici en bleu et en rouge, eh bien, ce sont simplement les projections de ces oscillations dans les plans OX et OY. OK? Alors, après, on peut avoir des figures plus compliquées, effectivement, si les oscillations ne se font pas de manière, ici, selon juste une direction, mais si on décrit un cercle, par exemple, autour des axes XY. Hein. Donc à ce moment-là, le vecteur E, il décrira un cercle comme ça. Et puis ensuite, ben, ça va se propager le long de l'axe Z. Donc en fait, au cours du temps, eh bien, le vecteur E, il va décrire quelque chose qui va être de type circulaire. Comme ça. Hein, donc on va avoir un vecteur E qui va changer de direction au cours du temps, qui va s'inverser, puis revenir dans la direction initiale, puis de nouveau tourner, s'inverser, etc. Donc on peut avoir comme ça une rotation du champ électrique au cours du temps dans sa propagation dans l'espace. OK. Alors, comment... Alors, comme je vous ai dit, hein, la plupart des sources, en fait, électromagnétiques qui sont émises ne sont généralement pas polarisées. Néanmoins, il existe un moyen très simple de polariser une source. Vous prenez une source qui est non polarisée, et puis pour créer une onde polarisée rectilignement, eh bien, il suffit de la faire passer à travers une grille, ici, qui est composée de fils métalliques. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, quand vous avez un champ électrique qui est orienté selon la direction des fils, eh bien à ce moment-là, ce champ électrique, il va interagir avec les fils, mettre éventuellement les charges en mouvement à l'intérieur de ces fils, et donc être absorbé par les fils. Autrement dit, ici, si vous avez un champ électrique qui est... Enfin, toutes les composantes du champ électrique qui sont horizontales vont être absorbées par les fils. Et donc, les composantes, par contre, qui sont verticales, elles, eh bien, elles vont pouvoir passer à travers cette grille, puisque les fils, eux, sont horizontaux. Hein, donc, les seuls endroits où ça va être absorbé, c'est éventuellement sur la largeur des fils. Si vous avez des fils suffisamment petits, eh bien, du coup, vous allez laisser passer ici la composante verticale. Autrement dit, si ici, à l'entrée, vous avez un champ électrique qui est orienté dans n'importe quel sens, c'est-à-dire une source qui est non polarisée, une fois que vous êtes passé à travers ici votre polariseur, quand vous ressortez, eh bien à ce moment-là, votre champ électrique, lui, il est
polarisé verticalement. Hein. Autrement dit, vous avez un champ électrique à la sortie qui va être polarisé comme ça, selon la verticale, avec une seule direction. Les autres directions étant coupées par justement ce polariseur. Alors ça, c'est aussi une manière d'arrêter la lumière, hein, parce que vous imaginez maintenant, si vous mettez derrière celui-là un polariseur qui, pour le coup, a des fils qui sont justement verticaux, donc dans le sens où vous aviez laissé passer le champ électrique la première fois, ici, il n'y a plus rien qui va passer à travers. À la sortie de ça, vous n'aurez plus de champ électrique. Hein, donc, ça, c'est ce qu'on appelle un polariseur. Et ça, c'est ce qu'on appelle un analyseur. Donc, le polariseur, s'il est orienté à 90 degrés de l'analyseur, à ce moment-là, vous n'avez aucune intensité qui passe. Alors, par contre, vous pouvez imaginer que ce polariseur, par exemple, vous pouvez le tourner autour de son axe. Si vous le tournez autour de son axe, à ce moment-là, vous allez, à la sortie, changer la direction de polarisation. Et donc, du coup, à la sortie de l'analyseur, vous allez éventuellement pouvoir voir quelque chose qui va passer, une certaine intensité. Alors, quelle est l'intensité qui passe si, justement, on fait pivoter d'un angle alpha ici le polariseur? En fait, la composante qui va passer, ça va être la projection ici, selon l'axe du polariseur de votre champ électrique. Autrement dit, ça va être, si vous avez une valeur du champ électrique ici à l'entrée qui est E, à la sortie de votre polariseur, vous allez avoir E cosinus alpha, c'est-à-dire la projection de E sur l'angle du polariseur. Et puis, ce qui va être arrêté, c'est E sinus alpha. Et donc, si vous mesurez l'intensité derrière, comme l'intensité elle varie comme le carré du champ électrique, vous allez mesurer quelque chose qui est en I cosinus carré de alpha. Donc, vous allez voir une intensité qui va varier comme le cosinus carré de l'angle de votre polariseur. Donc ça, c'est très utilisé pour arriver justement à contrôler un peu la lumière et à utiliser la lumière en ayant une direction de cette lumière qui soit bien définie. Donc on utilise effectivement cette polarisation de la lumière. OK. Alors maintenant, on va voir autre chose. Donc maintenant, on va choisir d'avoir une onde donc, qui est toujours une onde plane. Hein, on a une onde électromagnétique progressive, plane, qui se déplace dans le vide, toujours dans la direction des z croissants. Mais on va faire une supposition supplémentaire ici, qui est que notre champ électrique, cette fois-ci, il est polarisé rectilignement. D'accord? Donc on l'a obligé, ce champ électrique, à osciller selon une seule direction. Et puis, on a choisi cette direction comme étant l'axe des X. Donc, vous voyez que ça va nous simplifier encore notre écriture ici du champ électrique. Le champ électrique, donc, qui de manière générale s'écrit un E0 qui aurait trois composantes. Cosinus oméga t moins z sur c. Donc, ça, c'est la propagation de notre onde progressive. Hein. Vous voyez qu'on peut l'écrire simplement selon une composante E0x cosinus oméga t moins z sur c. Okay, donc si je le dessine, hein, ça veut dire qu'à tout instant, en fait, vous voyez mon vecteur E, alors si je dessinais en fait la variation dans l'espace hein, et dans le temps, enfin cette onde qui se propage, elle prendrait une forme comme ça, avec un vecteur E qui est toujours selon l'axe des X, avec bien sûr une variation
d'intensité à cause de ce cosinus oméga t moins kz. Ok, si j'ai un champ électrique qui a cette forme-là, bah, du coup, je sais que le champ magnétique, comme il doit être directement perpendiculaire à ce champ électrique, eh bien, je peux tout de suite l'écrire ici comme étant ici un champ électrique avec une seule composante, selon Y. Je connais même la valeur de cette composante, hein, c'est E0x sur C. Et puis fois la même cosinus oméga t moins z sur C. OK? Donc on a ce champ électrique et ce champ magnétique, donc cette onde électromagnétique, qui se propage selon l'axe des Z. Et puis, on va mettre en face de ce champ électromagnétique une plaque métallique. Alors, une plaque métallique, hein, c'est par exemple un miroir. Hein, un miroir, c'est une plaque métallique. Mais ça peut être aussi, je ne sais pas, un guide d'onde, par exemple. Hein, un guide d'onde, c'est une formée de, alors pas forcément de métaux, hein, mais en tout cas de conducteurs sur lequel eh bien, va venir interagir ce champ électromagnétique. Alors ici, pour simplifier les choses, donc on suppose que c'est un métal parfait. Et puis on va supposer que ici, donc on est en Z égale 0. Hein, on met l'origine ici sur le métal. Ok, si c'est un métal parfait, ça veut dire que sa conductivité électrique va être infinie. Ok, et si la conductivité électrique est infinie, eh bien, après la loi d'Ohm, ça veut dire que, eh bien, en fait, vous allez avoir un champ électrique qui va être nul à l'intérieur du métal. Hein. D'ailleurs, si le champ électrique est nul, le champ magnétique aussi. Hein, donc, on n'aura pas de charge mobile à l'intérieur. Éventuellement, on aura des charges en surface. Mais on va avoir ici donc un champ électrique qui doit s'annuler quand il arrive sur le métal. OK? Alors, qu'est-ce qui va se passer? Donc, si on a un champ électrique qui arrive ici sur le métal et qu'à l'intérieur du métal, il doit être nul, eh ben, il va bien falloir le retrouver quelque part. Hein. Il n'y a rien qui disparaît comme ça dans la nature. Donc, si le champ électrique ne pénètre pas à l'intérieur du métal, eh bien, ça veut dire qu'il va se réfléchir à la surface du métal. OK? Donc, ça veut dire que du coup, notre onde électrique, là, ou électromagnétique, qui arrive ici sur le métal, eh bien, forcément, comme on a un métal dans lequel on a une conductivité infinie, eh bien, on doit la retrouver quelque part. Et donc, ça veut dire que, eh bien, il va y avoir une autre onde qui va se créer et qui va se repartir dans l'autre sens. D'accord? Donc, ça veut dire qu'on a en fait une réflexion ici à la surface de ce métal de manière à ce que notre onde, eh bien, notre onde progressive hein, qui arrivait ici, eh bien, se réfléchisse et parte dans le sens opposé. OK? Vous pouvez imaginer ça comme si c'était une corde, vous voyez, qui était attachée ici à un bout. Et donc, quand l'oscillation de la corde arrive au bout ici, eh bien forcément, elle va repartir dans l'autre sens. Hein. OK. Alors, comme on doit avoir donc cette continuité dans le champ électrique, eh bien, ça veut dire qu'on doit avoir ici, à la surface du métal, la somme du champ électrique qui arrive, que j'appelle le champ électrique incident, et le champ électrique qui repart, eh bien, la somme des deux doit être nulle, puisque à l'intérieur du métal, ça doit être nul.
Donc, comme il doit y avoir continuité de ce champ électrique, ben, ça veut dire que la somme de ce qui arrive plus ce qui repart, donc ce qui est incident plus réfléchi, devrait être égal à ce qui est transmis, mais ce qui est transmis, c'est égal à 0, puisqu'on n'a pas de champ électrique à l'intérieur du métal. Donc ça nous donne tout de suite la forme, finalement, de ce champ électrique qui est réfléchi. Ce champ électrique qui est réfléchi, eh bien forcément, c'est là juste l'inverse du champ électrique incident, de manière à ce que la somme des deux soit égale à 0. Et donc, du coup, ben, si je l'écris avec sa variation temporelle, ben, ça va être la forme moins donc E0x cosinus oméga t. OK, donc ça, c'est la forme du champ électrique qui va se trouver ici à cette jonction, on va dire, avec le métal. Et puis donc ensuite, ce que je sais, c'est que l'onde ici, donc, qui est créée par l'interaction de l'onde qui arrive avec le métal, eh bien, elle doit repartir dans l'autre sens. Autrement dit, elle doit se propager vers les z décroissants. L'onde qui arrivait, elle se propageait le long des z croissants. Celle qui est réfléchie, eh bien, elle va se propager le long des z décroissants. Donc, du coup, je peux l'écrire. Cette onde réfléchie qui se propage dans le sens décroissant. Je sais donc que son amplitude, c'est l'inverse de l'amplitude de l'onde incidente. Donc, c'est moins E0x. Et puis, comme elle se propage vers les z décroissants, ça va être cosinus oméga t plus kz. OK? Donc ensuite, ce qui va se passer, c'est que je vais avoir une onde incidente ici, et puis je vais avoir une onde réfléchie qui se propage dans l'autre sens. Et qu'est-ce qui va se passer? Ces deux ondes, elles vont se superposer. Donc si ces ondes se superposent, je peux calculer leur superposition. Je vais calculer donc la somme de l'onde incidente plus de l'onde réfléchie, alors cette fois-ci en n'importe quel point z de l'axe de propagation de ces ondes. Donc, je vais avoir un E0x cosinus oméga t moins kz. Ça, c'est celle qui se propage vers les z croissants. Et puis, un moins E0 cosinus oméga t plus kz. Ça, c'est celle qui se propage vers les z décroissants. Donc, j'ai ces deux ondes progressives qui se propagent en sens inverse. Alors, en fait, on avait déjà vu ce problème. Donc ici, on peut mettre E0x en facteur, cosinus A moins B moins cosinus A plus B. D'accord? Cosinus oméga t moins kz moins cosinus oméga t plus kz. Et cosinus A plus B moins cosinus A moins B, eh bien, c'est 2 fois sinus A sinus B. Donc, je vais pouvoir réécrire mon onde. Je peux la réécrire sous la forme 2 fois E0 sinus A, donc sinus oméga t, sinus B, donc sinus kz. Donc vous voyez maintenant que j'ai une onde ici qui a cette forme 2E0 sinus oméga t sinus kz. Autrement dit, je n'ai plus ici une onde progressive. Je n'ai plus une onde dont j'ai une dépendance ici, comme dans cette expression-là, entre t et z. Le facteur de phase ici, qui dépend de t et z, qui va relier t et z, ici, c'est séparé en deux termes. Un terme d'amplitude E0, enfin 2E0 sinus kz, et puis un terme de variation temporelle sinus oméga t. Donc en fait, si je me place en un point z ici, ce que je vais avoir, donc le z est constant, donc ça veut dire que le sinus kz, il prend une certaine valeur. 2E0, c'est constant aussi. Donc, ce qui va se passer, c'est que je vais voir ici un champ électrique qui va osciller dans le temps
en un point donné. Hein. Et donc, je vois apparaître ce qu'on avait appelé une onde stationnaire. D'accord? On n'a plus de propagation. En fait, chaque point de l'espace ici va osciller en passant par eh bien, des valeurs maximum ou minimum dans le temps à cause de cette variation en sinus oméga t. Mais vous voyez qu'il y a certains points ici qui ne vont, enfin plutôt qui vont varier dans le temps avec, eh bien, éventuellement une amplitude nulle. Et puis d'autres qui vont varier avec une amplitude maximale. C'est ce qu'on avait appelé les nœuds et les ventres de ces ondes stationnaires. Alors, on peut calculer la position. Donc, par exemple, ici, on peut calculer la position des nœuds. D'accord? À quel endroit on va trouver des endroits où, finalement, le champ électrique, il oscille pas, ou plutôt, il oscille, mais avec une valeur nulle. Ça va être le cas quand le sinus, ici, de Kz, il va s'annuler. Hein? Quand E0, ou alors même quand 2E0 sinus Kz va s'annuler. Donc, quand est-ce que le sinus de Kz il s'annule? Quand Kz il est égal à n fois pi, hein, à un nombre entier de fois pi. Soit 0, soit 1 fois pi, soit 2 fois pi, 3 fois pi. Donc, ça veut dire, donc si je remplace Kz par 2pi sur lambda, ça veut dire quand Z est égal à n lambda sur 2. Donc, si je pars d'ici, hein, du métal, quand je bouge par rapport au métal d'une demi-longueur d'onde, donc ici, j'ai lambda sur 2, eh bien, je vais trouver ce qu'on appelle un nœud, donc un endroit où le champ électrique ne varie pas, est toujours nul. Et puis inversement, ici, si je suis avec un multiple de lambda sur 4, d'accord, donc on peut calculer quand est-ce que sinus kz est égal à plus ou moins 1. Donc ça va être quand kz est égal à 2n plus 1 pi sur 2. Eh bien, on trouve donc quand kz est égal à 2n plus 1 lambda sur 4. Donc tous les lambda sur 4 ici, alors plutôt tous les 2n plus 1 lambda sur 4, donc à lambda sur 4, 3 lambda sur 4, 5 lambda sur 4, etc. Eh bien, je vais trouver un champ électrique qui oscille ici dans cette région de l'espace avec une amplitude maximale. C'est ce qu'on appelle un ventre. OK? Donc ça, c'est ce qui se passe quand vous avez une onde électromagnétique qui arrive sur une surface métallique. Eh bien, elle va être réfléchie et le champ électrique donc, va créer cette onde stationnaire où on va avoir donc ces oscillations du champ électrique avec des valeurs différentes qui vont de valeurs maximales à des valeurs minimales nulles. Mais on n'a plus de propagation de cette onde. OK, alors ensuite, on peut voir qu'est-ce qui se passe pour le champ magnétique dans ce cas-là. Alors, ça va être très simple puisqu'on sait que le champ magnétique, il doit toujours rester perpendiculaire au champ électrique, hein, de par la propriété des ondes électromagnétiques. Donc, on avait, et puis on sait aussi ici que comme on a une onde qui est polarisée, selon avec un vecteur E vertical, eh bien, du coup, le champ magnétique, lui, il est polarisé avec une seule composante qui est selon l'horizontale, selon Y. Autrement dit, on peut tout de suite écrire l'intensité de l'onde réfléchie. L'intensité de l'onde réfléchie, eh bien, ça va être simplement E0x sur C cosinus oméga t plus kz. Hein, elle se propage, elle aussi, dans le sens des z décroissants. Et puis, on doit avoir un BY
qui va être égal à E0x sur C. OK, donc du coup, on va pouvoir calculer pour cette composante magnétique de l'onde électromagnétique comment est cette composante. Puisque elle aussi, elle va avoir une composante incidente, une composante réfléchie. On a une onde magnétique incidente, une onde magnétique réfléchie, et les deux vont se superposer pour donner quoi? Eh bien ici, donc on va avoir BI de Z et de T plus BR de Z et de T qui va valoir E0x sur C. Et là, attention, donc ça va être un signe plus. On a cosinus oméga t moins kz plus cosinus oméga t plus kz. Et du coup, la somme de cosinus A plus B plus cosinus A moins B, c'est 2 cosinus A cosinus B. Et donc, on va trouver ici un champ magnétique total, qui est composé d'une composante incidente et d'une composante réfléchie, qui va être différente de ce qu'on a pour le champ électrique. Vous voyez qu'ici, ça varie. Alors, l'amplitude est différente, mais c'est juste en facteur. Au lieu d'avoir E0, au lieu d'avoir 2 E0, on a 2 E0 sur C. Mais surtout, ici, la phase va être un peu différente, puisque ici, on a cosinus oméga t, cosinus kz. Donc, on a de nouveau une onde stationnaire. Ça, c'est ce à quoi on s'attendait, puisque, je vous rappelle, le champ électrique et le champ magnétique doivent être de même nature. Donc, si on a un champ électrique qui crée une onde stationnaire, forcément, le champ magnétique aussi doit créer une onde stationnaire. Alors, par contre, il y a une différence quand même. C'est que si on regarde quand est-ce que ce champ magnétique ici s'annule, eh bien, en fait, on va s'apercevoir que ça va être vrai quand le cosinus kz est égal à 0. Et quand est-ce que le cosinus kz est égal à 0? Eh bien, quand kz est égal à 2n plus 1 pi sur 2. Donc, si on écrit ça, que kz est égal à 2n plus 1 pi sur 2, ça veut dire que 2 pi z sur lambda, c'est 2n plus 1 pi sur 2. Ça veut dire que z, c'est 2n plus 1 lambda sur 4. Donc, ça veut dire que les nœuds ici, du champ magnétique, eh bien, ils vont correspondre à des ventres du champ électrique. Vous avez ici le champ électrique et le champ magnétique. Et en fait, à chaque fois que vous allez avoir un nœud du champ magnétique, vous allez avoir un ventre du champ électrique. Et inversement, à chaque fois que vous avez un ventre du champ magnétique, vous avez un nœud du champ électrique. Donc on dit que le champ électrique et le champ magnétique se situent en quadrature. Donc ils sont décalés en fait de pi sur 2 dans leurs oscillations. Quand le champ électrique est maximal, le champ magnétique est nul, et inversement. Voilà, donc ça c'est une des propriétés de ces ondes stationnaires qui s'établissent lors de la réflexion sur un conducteur. OK. Alors, j'ai pas le temps de vous parler de l'application de ces réflexions ici sur des conducteurs ou sur des diélectriques de manière plus générale, notamment quand on a un guide d'onde, c'est-à-dire qu'on n'a plus une seule plaque sur laquelle on se réfléchit, mais on va avoir 2 plaques ou 4 plaques, d'accord, qui vont constituer un espèce de guide dans lequel on va pouvoir injecter ces ondes électromagnétiques, ou encore une fibre optique qui va être là encore un guide d'onde. Mais ça va être, vous allez voir, vous verrez ça à partir de la semaine prochaine, eh bien, ces conditions aux limites, d'accord, la manière dont, eh bien, aux limites, vous devez avoir une continuité des champs électriques et enfin, d'une composante parallèle des champs électriques et de la composante normale des champs magnétiques, eh bien, c'est ça qui va créer les ondes qui peuvent se propager à l'intérieur d'un guide d'onde. OK, mais comme vous allez revoir ça sur les fibres optiques, je ne veux pas passer du temps là-dessus,
parce qu'on a d'autres choses à voir. Alors, les autres choses que je voudrais voir donc, dans la demi-heure qui nous reste, tout d'abord, c'est regarder un petit peu les problèmes d'énergie et de puissance liés à ces ondes électromagnétiques. Comment est-ce qu'on va, ou plutôt comment ces ondes vont transporter l'énergie? Alors, on va pouvoir définir ce qu'on appelle l'énergie électromagnétique, ou plutôt la densité d'énergie électromagnétique, c'est-à-dire, en fait, ça revient à une énergie par unité de volume. Cette énergie, donc, elle est donnée par cette équation. Vous voyez que ça ressemble à quelque chose qui a la tête d'une énergie potentielle, hein. On a ici 1 demi de epsilon E carré plus 1 demi de 1 sur mu 0 B carré. Donc ça, c'est la densité d'énergie électromagnétique qui est proportionnelle, vous le voyez, hein, ça, je vous l'avais dit déjà, c'est proportionnel au carré du champ électrique et au carré du champ magnétique. Et vous vous souvenez que le champ magnétique et le champ électrique, hein, ils sont proportionnels. Donc, on va tout pouvoir exprimer, on va pouvoir exprimer éventuellement tout ici en fonction du champ électrique, si on veut. OK. Alors, si on regarde maintenant cette densité d'énergie et qu'on regarde sa variation dans le temps. Donc, comment ça va varier? Donc, ça va être la puissance, hein. Quelle va être finalement la puissance transportée par cette onde électromagnétique? Eh bien, pour ça, donc, il faut dériver cette énergie, cette densité d'énergie par rapport au temps. Donc, quand vous dérivez ici, vous avez 1,5 de epsilon 0 fois la dérivée de E carré. Donc, ça fait 2 fois E fois la dérivée de E par rapport au temps. Et puis, pareil pour le champ magnétique. Et puis ensuite, vous pouvez, pour transformer ces termes-là, utiliser les équations de Maxwell. Donc, ici, on travaille toujours dans le vide. Donc, on utilise les équations de Maxwell dans le vide, hein. Le rotationnel de B, c'est 1 sur C carré, ou epsilon 0 mu 0, d de E sur dt. Donc, on va remplacer d de E sur dt ici par le rotationnel de B, en fait, à un facteur près. Et puis ici, donc, le dB sur dt, on peut aussi le remplacer par le rotationnel de E à un signe moins près. Donc, du coup, si je remets ça dans l'équation, ça fait d de U sur dt, c'est epsilon 0 E fois 1 sur epsilon 0 mu 0, fois le rotationnel de B. Et puis ici, pour le deuxième terme, celui-là, pardon, vous avez 1 sur mu 0 B, et puis ici, on a moins rotationnel de E. Hein, donc, on a un signe moins qui apparaît ici. Et donc, finalement, si on met 1, alors ici, vous voyez que les epsilon 0 ici vont se simplifier, hein. Donc, on va pouvoir mettre 1 sur mu 0 en facteur, 1 sur mu 0 facteur de E scalaire rotationnel de B, moins B scalaire rotationnel de E. Et en fait, cette quantité-là, E rotationnel de B moins B rotationnel de E, eh bien, ce n'est rien d'autre que la divergence de E vectoriel B. Hein, en fait, il suffit de distribuer ici les deux. Et donc, du coup, ce qu'on trouve, c'est qu'on a ici une densité d'énergie qui est égale à la divergence d'un vecteur. Ce vecteur, donc, il est égal à E scalaire B sur mu 0, et il porte un nom particulier, c'est le vecteur de Poynting. Ça va être justement cette puissance qui est transportée par l'onde. Donc on le note P pour Poynting, et donc c'est égal à E vectoriel B sur mu 0. Ok, alors on peut le calculer, hein. Donc c'est la puissance transportée par l'onde électromagnétique. Si on reprend l'exemple qu'on avait précédemment, c'est-à-dire une onde Monsieur, polarisée. Oui, allez-y. excusez-moi, je vous coupe. Est-ce que vous pouvez revenir en Hop. arrière Oui, deux tout à secondes? fait. Ici. Ah, ok, c'est juste. Ok, c'est bon, merci.
Vous avez une question? Non? C'était par rapport au vecteur, j'avais pas trop compris le vecteur, le dernier, le vecteur de pointing à quick Là, return. le vecteur de pointing ici? Voilà. D'accord. Bah, vous voyez, il vient juste de ça, hein. OK? C'est juste que ici, on a remplacé donc le vecteur E vectoriel B sur mu0. C'est ça qu'on appelle le vecteur de pointing. Ok, merci beaucoup. OK. Et donc, c'est ce qui va représenter en fait la puissance qui est emmenée par l'onde, quoi. C'est-à-dire que quand vous avez une onde électromagnétique, cette onde électromagnétique, eh bien, elle transporte de l'énergie dans l'espace. Et donc, elle va, quand vous avez une onde progressive, hein, elle va pouvoir, d'un endroit à l'autre de l'espace, transporter cette énergie électromagnétique. Ça va être caractérisé donc par ce vecteur de pointing qu'on peut calculer. Donc on peut le calculer, c'est 1 sur mu0. Et puis ici, il suffit de remplacer les E et B par leurs valeurs, hein. Je vous rappelle que E et B, ils sont perpendiculaires. Donc ça va être un produit scalaire ici qui va donner un vecteur perpendiculaire à E et perpendiculaire à B, c'est-à-dire un vecteur collinéaire à K en fait. Autrement dit, si on a une onde qui se propage selon l'axe des Z, eh bien, l'énergie, enfin plutôt la puissance transportée par l'onde, elle est aussi propagée selon l'axe des Z. Bon, ça se comprend, hein, en même temps. Bon, c'est un peu à ce à quoi on s'attend, c'est-à-dire si on a effectivement des perturbations du champ électrique et magnétique dans un plan perpendiculaire à direction de propagation, bon, bah, c'est cette perturbation qui va se propager dans l'espace et éventuellement, eh bien, dans l'espace qu'elle rencontre, transformer je ne sais pas moi, la mobilité des charges, les équilibres qu'il peut y avoir, quoi. Donc finalement, on a cette valeur de P qui est E carré sur mu0C cosinus carré de oméga t moins kz, et ça se propage selon l'axe des Z. Donc ensuite, ce qu'on peut calculer, c'est quelle est la puissance moyenne qu'on recevrait sur un détecteur, par exemple. Donc pour ça, ben, il faut multiplier par la surface du détecteur. Supposons que ce détecteur il soit perpendiculaire à l'axe de propagation de l'onde. Et bien à ce moment-là, on peut calculer assez facilement ici qu'on va avoir donc un flux qui va être détecté, qui va être de la forme donc E0 carré, hein, donc ça varie comme le carré du champ électrique, divisé par mu0C. Et puis, fois le. Alors, en général, c'est moyenné dans le temps, hein. Donc, on va avoir ici une moyenne du cosinus carré. Et une moyenne sur le temps du cosinus carré, ça va nous donner un facteur 1,5, hein. Et donc, on va avoir ici E0 carré sur 2 mu0C. Et puis, éventuellement, fois la surface du détecteur. OK. Le paramètre important, hein, c'est que ça dépend du carré du champ électrique, hein. Donc, plus vous avez une onde électromagnétique qui a un champ électrique important, eh bien, plus cette puissance va être importante. Et puis, on peut montrer que en fait, ça ne dépend pas de l'état de polarisation, hein. Quelle que soit la polarisation de l'onde, elle va toujours transporter la même puissance d'un point à un autre. Alors par contre, ce qu'on peut regarder aussi, c'est pour une onde stationnaire, hein. Tout à l'heure, on avait vu, hein, sur la réflexion, là, on avait une onde stationnaire qui se crée. Est-ce que cette onde stationnaire va transporter de la puissance? Eh bien, on peut montrer que non. En fait, il n'y a pas d'énergie qui est transportée par les ondes stationnaires, puisque c'est une mise en mouvement locale de la matière. Il n'y a pas de phénomène de propagation, en fait, justement. C'est bien pour ça qu'elle s'appelle stationnaire. Alors, on peut le calculer, hein, de la même manière. Il suffit de faire le produit scalaire de E par B en reprenant les expressions des ondes stationnaires qu'on a trouvées précédemment. E0x sinus oméga t sinus kz selon ux pour E. E0x sur C cosinus oméga t cosinus kz selon uy pour B. Vous faites le produit des deux.
et vous allez trouver quelque chose donc, qui est de la forme sinus oméga t, sinus kz, cosinus oméga t, cosinus kz. Et si vous faites la moyenne dans le temps de ces expressions-là, eh bien, la moyenne d'un sinus dans le temps, c'est 0. Et donc, vous allez trouver finalement une expression ici de puissance qui est égale à 0. D'accord? Voilà, en moyenne. Hein. La puissance moyenne transportée est nulle. Donc, dans le cadre d'ondes électromagnétiques, eh bien, on n'a pas de puissance transportée par l'onde. OK. Alors, jusqu'à présent, donc, on avait vu que des cas simples, hein, des cas on va dire, on a simplifié vraiment les cas au plus simple de ce qu'on peut faire avec ces ondes électromagnétiques. On travaille dans le vide. Donc, si on travaille dans des matériaux, ça introduit d'autres choses. Hein. Je ne vais pas développer ici, mais ça introduit des complications, on va dire. Parce que les matériaux peuvent avoir des indices notamment différents qui vont dépendre aussi des directions. Donc, voilà, ça peut pas mal compliquer les équations. Néanmoins, on peut déjà quand même regarder quelque chose. Pour l'instant, on n'a considéré que des ondes planes. Hein, vous l'avez compris? Dans toutes les ondes qu'on a vues jusqu'à présent, eh bien, on avait des ondes planes, c'est-à-dire que le champ électrique et magnétique se trouve dans un plan, et puis on a ces plans qui se propagent le long de la direction Z. Donc ça, on a vu que c'était compatible avec effectivement ces équations ces équations d'onde, mais néanmoins, dans leur structure, ces équations d'onde, c'est quand même des équations à 3 dimensions. Hein. Donc, on peut se dire qu'il y a peut-être d'autres solutions qui pourraient convenir. Et effectivement, si les équations, donc, si les solutions de type onde plane conviennent pour ces équations, eh bien, quand on a en fait une source ponctuelle, eh bien, ce n'est pas une onde plane qui est émise directement par une source ponctuelle. Hein, ça ne serait pas possible, parce qu'une source ponctuelle, c'est un point, donc ça ne peut pas émettre un plan directement. Donc forcément, ça va être une onde sphérique qui est émise. Hein. Donc, on va avoir, si vous avez une source ponctuelle, une onde sphérique qui va grossir dans l'espace, qui va s'étendre dans l'espace. Alors, soit en partant de la source, soit éventuellement, même vous pouvez avoir une onde qui revient vers la source, hein, selon la direction de propagation. Mais néanmoins, vous pouvez avoir ce qu'on appelle donc une onde sphérique. Donc, ça veut dire que cette fois-ci, vous voyez, la surface d'onde, ce n'est plus un plan, mais c'est une sphère. Autrement dit, tous les points qui se trouvent à même distance de la source, eh bien, ont les mêmes caractéristiques d'onde. Donc ça reste une solution assez simple à décrire. Alors, il faut passer des systèmes de coordonnées cartésiens à des systèmes de coordonnées sphériques, mais ce n'est pas très grave, parce qu'en fait, il n'y a qu'une seule coordonnée qui va changer, c'est la coordonnée R, c'est-à-dire la distance au centre, ou plutôt la distance à la source. Okay ? Et à ce moment-là, on va pouvoir écrire nos solutions comme étant, alors vous voyez, on n'a plus une fonction de z et de t, mais maintenant on a une fonction de r et de t. Et puis, ce qui va changer ici, donc il y a deux choses. D'abord ici, donc ça va être un k fois r. Donc vous voyez que là, on n'a plus un kz, on n'a plus une seule coordonnée, mais enfin, on n'a plus la coordonnée z selon l'axe des z, mais on va avoir un k qui va être dirigé selon le vecteur u de r. En fait. Et puis, on a autre chose qui est qu'on a un facteur 1 sur r ici. Alors, j'ai oublié ici de mettre une amplitude. Hein. Il faut multiplier par une amplitude. On a toujours une certaine amplitude à ces ondes. Mais vous voyez qu'on a ici un facteur 1 sur r, c'est-à-dire qu'effectivement, ça se comprend un peu, quand vous avez votre onde qui s'éloigne de sa source, eh bien, en fait, elle s'étend en 1 sur r, quoi. Elle s'étend plus
elle va être éloignée de la source, plus en un point donné, son intensité va être faible, puisque son intensité va se répartir sur toute la sphère. OK? Donc du coup, ça va introduire justement un petit peu des changements. C'est-à-dire que c'est des ondes du coup qui vont avoir une amplitude qui va plus être constante, comme on avait l'habitude, hein. Jusqu'à présent, on avait toujours des amplitudes qui étaient de la forme A cosinus oméga t moins kz. Oui. Et puis là, on a une amplitude qui va varier en A sur R cosinus oméga t moins kr. Voilà, donc ça, dans les équations, ça peut changer un peu, puisque du coup, quand on s'éloigne de la source, eh bien, ça va faire varier l'amplitude de l'onde. Néanmoins, on peut remarquer aussi que si on se situe à une distance suffisamment grande et qu'on regarde juste une partie ici de nos ondes, vous voyez que finalement, ici, la courbure de l'onde, on la voit quasiment plus. Autrement dit, ça veut dire qu'ici, eh bien, on a quasiment des plans. Donc en fait, si on se situe suffisamment loin de la source, eh bien, c'est comme si on avait des ondes planes, en fait. Et en fait, cette approximation d'ondes planes qu'on a utilisée jusqu'à présent, eh bien, elle va quasiment toujours être valable à partir du moment où on se situe à une distance suffisamment grande de la source. Alors, le suffisamment grand, qu'est-ce que ça veut dire? Vous voyez que ça va dépendre de quoi? Entre deux pics ici, hein, on a une longueur d'onde, en fait. Donc, ça veut dire si vous êtes à suffisamment de longueur d'onde de la source. Hein, si vous êtes à une distance qui est grande devant la longueur d'onde, eh bien, vous allez pouvoir considérer que vous avez des ondes planes. D'accord? Il n'y a que dans le cas où vous voulez regarder ce qui se passe vraiment proche de la source, à quelques longueurs d'onde de la source, qu'il va falloir utiliser ce concept d'onde sphérique. Ok, il y a une autre influence du fait qu'on a des ondes sphériques qui sont émises quand on a une source ponctuelle. Eh bien, c'est le fait que la puissance, qui varie comme le carré du champ électrique, eh bien, elle va varier comme l'inverse du carré de la distance. Puisque finalement, l'amplitude de l'onde varie comme l'inverse de la distance. Donc, ça veut dire l'amplitude de l'onde du champ électrique varie comme l'inverse de la distance. Si la quantité que vous mesurez, qui est la puissance, ou plus exactement en général l'intensité, c'est-à-dire la puissance par unité de surface, si vous mesurez l'intensité, eh bien cette intensité, elle est proportionnelle au carré du champ électrique. Donc du coup, cette intensité, elle va varier comme l'inverse du carré de la distance à la source. Autrement dit, plus vous vous éloignez de la source, plus l'intensité de l'onde électromagnétique que vous recevez va devenir faible, et ça varie comme le carré de la distance. Bon, ça, c'est un petit peu ce dont on a l'habitude, en fait, hein. Si vous imaginez que vous avez une source lumineuse, quand vous vous éloignez de cette source lumineuse, eh bien, vous voyez bien que l'intensité diminue. Vous la voyez de moins en moins. Et en fait, cette variation, elle est très rapide, puisqu'elle varie comme le carré de la distance à la source. OK? Alors, qu'est-ce qu'il me reste comme temps? Oula, il ne me reste plus beaucoup de temps. La dernière chose que je voulais traiter, c'était les phénomènes de diffraction et d'interférence. Donc, que vous allez revoir en TP, vous allez les revoir aussi en TD. Donc, je vais quand même passer quelques minutes dessus pour vous décrire rapidement ce qui se passe. Alors, je vous ai mis des images ici pour vous illustrer le phénomène de diffraction. Donc, le phénomène de diffraction, il apparaît quand vous avez une onde qui va venir interagir avec un obstacle et que la taille de cet obstacle devient comparable à la longueur d'onde.
Ok, donc il y a différents exemples ici. Vous voyez qu'ici, donc, alors la longueur d'onde, hein, c'est la distance entre deux pics ici, hein, entre deux traits noirs. Vous voyez qu'ici, l'obstacle est grand. Devant cette distance entre deux traits noirs, on n'a quasiment pas d'influence. On a un petit peu de courbure qui semble se faire quand même sur les bords ici, mais on ne le voit quasiment pas. Si on diminue la taille de plus en plus, eh bien à ce moment-là, ça devient vraiment flagrant. Vous voyez ici, à gauche, on a une onde plane qui arrive, et ici à droite, eh bien, on a une onde sphérique, c'est-à-dire comme si on avait ici, au niveau de cet obstacle, une source, une nouvelle source d'onde. Donc ça, c'est la théorie qui a été développée effectivement, notamment par Huygens, qui est que une surface d'onde, eh bien, ça peut être considéré comme une source secondaire d'onde, euh, c'est-à-dire que chaque point en fait de la surface d'onde émet une onde sphérique. Et que du coup, ce qu'on voit, c'est la somme de toutes les ondes sphériques émises par la surface d'onde. Donc, si vous avez une surface qui est grande comme ça, la somme de toutes vos ondes sphériques, là, elles vont s'additionner les unes aux autres pour redonner une surface d'onde qui va être plane. Mais si maintenant vous réduisez la surface ici, donc vous n'avez plus que les ondes qui sont émises par les points qui sont à l'intérieur ici de votre ouverture. Donc au milieu, ben, vous en avez plein, donc effectivement, ça va donner des ondes planes. Et puis sur les bords, ben, vous en avez moins, du coup, même il y a un moment, il n'y en a plus. Donc vous commencez à avoir des ondes sphériques. Et puis si vous réduisez encore votre taille, bien, à ce moment-là, vous avez très peu de points. Et donc vous commencez à vraiment voir les ondes sphériques émises par ben, cette source quasiment ponctuelle d'ondes. D'accord? Alors c'est ça le phénomène qu'on appelle le phénomène de diffraction. Alors comment est-ce qu'on va mathématiquement traiter ce phénomène? Ben, pour ça, il va falloir considérer donc qu'effectivement ici, dans le plan de notre, alors on va appeler ça un trou ou une fente, dans le plan de notre fente ici, eh bien, chaque point va agir comme une source d'onde. Donc on va avoir une somme de sources d'ondes indépendantes. Donc on a une onde qui arrive ici, une onde plane, où on a donc pour chaque point de cette onde plane, on a la même phase. Hein, on a le même oméga t moins kz, si on se propage selon l'axe des z. Mais ici, par contre, donc dans le plomb d'onde, eh bien, on va avoir des sources qui vont émettre dans une certaine direction. Alors nous, on va aller regarder ici, je ne sais pas, en un point M qui se trouve là. OK? Donc on va regarder ici en ce point M, quelles sont les ondes qui arrivent ici du... Alors c'est au point M, hein, donc il faudrait que je fasse plutôt ça dirigé vers M. Quelles sont les ondes qui arrivent ici de notre source, qui est une somme de sources en fait. Alors bon, si le point M est suffisamment loin, d'accord, les faisceaux qui arrivent au point M, ici, je peux considérer qu'ils arrivent quasiment tous parallèles, et ils arrivent en fait tous parallèles avec un angle qui est quasiment l'angle θ, c'est-à-dire l'angle que fait ici, ben, par exemple, le centre de ma source avec le point M, ok, par rapport à l'horizontale. Ok, qu'est-ce qui va changer? Ben, ce qui va changer, c'est que les différents faisceaux ici qui proviennent de ma source, ils ne proviennent pas tous du même endroit. Donc, ils ne vont pas tous parcourir le même parcours. Donc, il va y avoir ce qu'on appelle une différence de marche qui va être introduite. Vous voyez que ici, si j'ai un point M qui est là, eh bien, en fait, pour arriver ici, plutôt ce point-là, pour arriver ici, ah non, il faut que ça arrive au même point. Alors, c'est un peu compliqué à dessiner là. Pour arriver au même point, eh bien, il va parcourir un chemin plus grand que celui-là. Ce chemin, en fait, c'est ce qu'on appelle la différence de marche. Hein, on avait déjà vu ça dans le cadre des interférences dans le cours sur les ondes mécaniques. Alors,
on peut montrer que cette différence de marche, en fait, c'est cette quantité-là, ce delta-là, hein, entre cette onde-là et celle-là. La différence de marche, eh bien, ça va donner par le delta. Et ce delta, on va retrouver l'angle θ ici. Et donc, ça va être eh bien, la distance ici entre O et P fois le sinus de l'angle delta. Donc, si j'appelle x ici la distance, ça va être x fois le sinus de delta. Et puis ensuite, ben, je vais utiliser ça pour re-rentrer ça dans mon onde. Donc, je vais dire que la différence de phase, c'est k delta. Donc, k, c'est 2pi sur lambda fois x sinus θ. Et puis, ben, ensuite, je peux recalculer ça en intégrant tous les points qui vont faire partie de la source qui émet, hein, de cette fente ou de ce trou qui émet des ondes. Donc, je vais additionner. Alors, comme c'est continu, ben, je fais une intégrale entre, donc ma source, hein, je vous rappelle, elle fait une distance, une ouverture D, petit d. Donc en fait, si je prends par rapport à la moitié, ben, je vais avoir d sur 2. Donc je vais intégrer de moins d sur 2 à d sur 2. Et puis j'intègre ici tous les facteurs de phase. Donc je le fais en notation complexe. Hein, c'est a exponentielle de moins ik delta. Et donc si vous intégrez cette fonction-là, en remplaçant le delta par sa valeur, c'est-à-dire 2pi sur lambda x sinus θ, ben vous allez avoir ici un facteur, hein, c'est l'intégrale exponentielle de u, en fait de ax. Vous allez donc avoir 1 sur a. Donc 1 sur a, c'est lambda sur 2pi i sinus θ, exponentielle de ax, c'est-à-dire exponentielle de i de pi sur lambda x sinus θ, que vous prenez entre moins d sur 2 et d sur 2. Donc vous allez obtenir cette expression-là. Donc ça, c'est le facteur 1 sur a, là, qui est égal à lambda sur 2pi i sinus θ, exponentielle de a fois d sur 2. Donc i pi d sur lambda sinus θ, on a simplifié par le 2, là. Et moins exponentielle de moins d sur 2, donc moins i pi d sur lambda sinus θ. Et donc, au final, cette fonction-là, en fait, c'est la fonction 2i sinus de ce qu'il y a à l'intérieur. Donc ici, j'ai 2i lambda sur 2pi i sinus θ. Les deux i ici vont se simplifier. De sinus pi d sur lambda sinus θ. Et donc, au final, ce que je trouve, c'est que je vais avoir une amplitude qui va varier sous la forme a fois d. D, je vous rappelle, hein, c'est l'ouverture ici, la taille de l'ouverture. Donc, c'est a fois d, et fois une fonction qui est de la forme sinus x sur x, enfin, ou sinus u sur u, avec u qui est égal à pi fois d, l'ouverture, divisé par la longueur d'onde, fois le sinus de l'angle θ ici. Ok, donc ça va vous donner une figure, en fait, qui va avoir un pic principal, et puis ensuite des lobes secondaires qui vont aller en s'atténuant de plus en plus. Hein, on peut même regarder la valeur du pic principal, alors plutôt ici au niveau du pied, là. Donc ce pic ici, le premier pic ici va s'annuler quand le sinus va devenir nul. Donc quand u va être égal à n fois pi, à ce moment-là, le sinus devient égal à 0. Et donc, si u est égal à n fois pi, comme u, c'est égal à pi d sur lambda sinus θ, ça veut dire c'est quand sinus θ est égal à un certain nombre de fois lambda d. Donc, en fait, pour chaque minimum ici, on a lambda d, en fait. On va avoir une fois lambda d, deux fois lambda d, trois fois lambda d. Et puis ici, donc au milieu, on a deux fois
lambda D. Lambda sur D, pardon. Je dis lambda D, c'est lambda sur D. Okay, le rapport, finalement, entre la longueur d'onde et la taille de l'ouverture. Okay, c'est là où on voit que, ben, effectivement, c'est vraiment le paramètre qui compte. Hein, c'est quelle est la taille de l'ouverture par rapport à la longueur d'onde. Si on a une taille d'ouverture qui devient comparable à la longueur d'onde, eh bien, on va voir apparaître ce phénomène de diffraction. OK. Alors, je vous ai écrit deux, trois petites choses ensuite sur les interférences, mais je vous laisserai les lire. Vous verrez que c'est des choses qu'on a déjà vues, en fait. Voilà, c'est juste pour que vous ayez quelques outils supplémentaires pour éventuellement traiter les problèmes que vous verrez en TP. Voilà, je vais vous laisser avec ça. Je vous posterai bien sûr tous ces documents sur Eprel. Et puis, ben, je vais vous souhaiter du coup bonne continuation. Bon courage pour la suite. Et puis, ben, certainement que j'en croiserai un certain nombre en travaux pratiques dans les semaines qui viennent. D'accord. Merci. Mais monsieur, on n'a plus de CM là? Alors, si, vous avez encore 2 CM, mais qui ne seront pas avec moi, qui seront avec Christelle Vézien et qui vont porter sur ben, les guides d'onde et les fibres optiques plus particulièrement. Donc, ça va être comme, si vous voulez, plus une application de ces ondes électromagnétiques aux fibres optiques. D'accord, on a voulu pour ce cours vous faire aussi une partie qui soit une partie plus appliquée voilà, que de la théorie sur les ondes et les ondes électromagnétiques. OK? Ok, très bien, merci alors. Bonne journée à vous. Merci, vous aussi. Ah oui, d'accord, monsieur, j'ai une petite question. Allez-y. Quand serait le contrôle continu sur les ondes? Le contrôle continu, alors ça, il faut que vous voyiez avec votre chargé de travaux dirigés. C'est lui qui gère son contrôle continu dans son TD. D'accord, eh bien, merci D'accord? beaucoup. Je vous en D'accord. prie. Au revoir à tous. Au revoir. Au revoir, monsieur. Au revoir. Au revoir, bonne journée. Merci, vous aussi.